Bonjour à tous et puis désolé pour le retard, je pense que c'est en grande partie de ma faute, donc je m'en excuse. On va vous parler un peu d'IA pour changer. Donc là, nous, ce qu'on avait préparé comme thème, c'était voilà, comment on a mis en place l'IA chez Renault, en tout cas en partie, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Nous, on est dans une initiative qui est assez importante au sein du groupe. Donc on va essayer de vous parler un peu de comment on a taclé tous les challenges qu'ont apporté l'IA au niveau de tous les corps de métier qu'on a dans l'IT, donc la sécu, la data gouvernance, les équipes delivery. Et voilà, donc on va essayer de vous présenter un peu de solutions aussi. Je pense qu'on est tous, on aime bien les solutions, donc on va essayer de vous présenter ça. Donc moi, je suis Grégory Bader, je suis Head of Tech sur le programme Augmented Renault, qu'on appelle Augmented Renault. Donc ça rassemble tout un tas d'initiatives autour de l'IA. Et je suis aussi Chapter Lead architecte. Je manage une petite pool d'architectes au sein de Renault, enfin petit, d'une trentaine avec un autre collègue. Et je vous présente Oda. Bonjour, du coup Oda, j'ai rejoint l'équipe de Grégory il y a quelques mois maintenant et je suis solution architecte principalement sur le pipeline d'indexation des données pour les individus. Il faudra juste nous partager ce micro-là. Ah, ok. On refait la présentation d'Oda alors. Ok, et je dois rien appuyer hein. Bon, bah du coup, Oda, solution architecte. Je fais partie de l'équipe de Grégory depuis quelques mois et je suis principalement sur la partie pipeline d'indexation des données pour l'usage de l'IA. Je vous donne un peu quelques informations sur ce qu'on va vous présenter. En gros, on a fait une plateforme d'IA qu'on a initiée depuis quelques temps, donc on va vous refaire l'histoire tout à l'heure. En gros, on a un produit qui est un peu B2C, donc à destination de tous nos collaborateurs internes, et aussi en public. Maintenant, c'est sorti avant-hier. Voilà, on a ouvert notre premier chatbot public basé sur notre solution. On a un produit B2B, donc en gros, on a une plateforme d'agents et d'assistants. Et on a aussi un produit qui est vraiment passe-plat vers les LLM, pas que passe-plat. Je pourrais vous le détailler si vous voulez. Quelques métriques, histoire de chiffrer les choses. On a 24 000, je crois, qui est passé il n'y a pas longtemps, de collaborateurs qui ont souscrit à nos services. On a 1000 collaborateurs par jour qui travaillent dessus. Sur les messages, on est à peu près à 15 000 messages par jour, plusieurs millions depuis le début. Et en token, on est à plus de 15 milliards de tokens depuis le début du projet. Voilà. Donc voilà, notre histoire, c'est que au début, on a commencé par mettre un premier POC de chatbot. Les principales raisons qu'on menait à ça, c'était les équipes réseau ont constaté beaucoup de connexions aux outils de chatbot du marché, donc ChatGPT, Claude. Donc il y avait une question de données, quoi. C'est-à-dire que nos données partent ailleurs. On ne sait pas ce qu'il en advient. On ne sait pas où elles partent. On ne sait pas dans quel pays. On ne sait pas du tout. Donc voilà, on a voulu maîtriser ça. C'était vraiment le point de départ. Et ensuite, voilà, on a voulu proposer des fonctionnalités pour nos projets, créer des opportunités d'usage pour tous les projets, et aussi pour la productivité des collaborateurs. Donc plutôt sur des usages bureautiques aussi. Donc on a initié un programme qui a changé de nom plusieurs fois. IA at Scale, Augmented Renault, je pense que ça va encore rechanger. Mais voilà, le dernier nom, c'est Augmented Renault. Donc voilà, donc on a commencé par un POC, c'était en 2023, il s'appelait Chatat Renault. Ça a été utilisé par une dizaine de milliers d'utilisateurs. Et après, on a commencé à industrialiser, parce que bon, un POC c'est bien, mais une fois qu'on a prouvé la valeur, on passe en Indus. Et sur l'Indus, on a rajouté la partie RAG. Donc pour les non-initiés, on fera un petit rappel de ce qu'est un RAG. Donc on est passé autour des 20 000 utilisateurs. Et là, 2025, on a accéléré sur la partie multi-agent. Alors, sur la question, c'est comment on a fait. Donc, on a réalisé un premier POC qui était sur des technos pas très standard Renault. Donc, ça a agacé un certain nombre de personnes.
Donc on l'a fait sur Azure, parce que Azure, à l'époque, c'était quand même... Microsoft est très en avance et il l'est toujours sur toutes les questions d'IA. Ils ont OpenAI, ils ont tout un tas de services de parsing, d'embedding qui sont parmi les meilleurs du marché et encore aujourd'hui. Donc voilà, on est parti de ça. Quand on a commencé à vouloir industrialiser, on s'est posé quand même pas mal de questions. On s'est aperçu que les frameworks d'IA, ils étaient peu développés à l'époque, en 2023. C'est pas si loin, 2023, mais voilà, ça restait très plutôt de la niche, plutôt sur des langages Python, plutôt pour les data scientists. Donc il y a beaucoup qui s'amusaient avec des notebooks. Mais il y avait, en tout cas chez nous, personne qui a vraiment pris le sujet et industrialisé, testé avec d'autres choses. On sait que le Java, il n'y avait rien de prêt. En tout cas, il y a 2 ans, c'était encore les tout débuts. Donc voilà, on était à l'époque aussi sur vraiment une évolution. On y est encore, hein, mais à l'époque, c'était encore un peu fou. Il n'y avait pas tout ce qui était A2A, il n'y avait pas encore AD4 chez Google. Il y avait beaucoup de choses. Alors Google, des fois, ils nous filaient parce on est très Google First. On est très maqué avec eux. Et en gros, il y a des fois, ils nous envoyaient un zip. Ils disaient, oh, regardez, on a un super framework. Vas-y, testez-le. Ouais, ok, mais bon, on fait pas de l'industrialisation avec un bout de zip à droite à gauche. Donc, c'était un peu compliqué. On avait peu de compétences et de connaissances au sein du groupe. Donc, c'était pas évident. On a quand même une grosse culture data scientist. Donc, eux, ils nous ont apporté un peu la compréhension de ce qu'est l'IA, comment on l'utilise. Mais après, au point de vue indus, on n'avait rien. On doit respecter les règles de Renault Group. Je pense qu'avec Oda, on s'y est confronté de nombreuses heures. Je pense que ça se compte en mois. Cumulé, hein, pas... Donc voilà, il y a beaucoup de règles chez Renault, sécurité, data gouvernance. On est un gros groupe, on est très visible, donc on a beaucoup de règles à respecter. Et on devait suivre les métriques d'usage. Donc ça, pour rendre compte de la valeur et des coûts que ça a aussi. Donc voilà, le passage au vrai projet. On a dû mettre en place une première organisation. Donc comme je vous ai dit, on a peu de compétences, peu de connaissances. Donc on a commencé petit, une petite équipe avec des profils assez variés pour essayer de pouvoir adresser tous les besoins. Donc on avait un data ing, on avait un data scientist, on avait un développeur Python. Moi j'étais l'architecte. On a un product owner, donc voilà, une petite pizza team. On est parti de ça. Et après, une fois que ça a commencé un peu à dérouler, voilà, on a fait un peu le scale-up. Des équipes qui sont arrivées en masse. On a mis en place un peu d'inner sourcing pour pouvoir accélérer plus rapidement, parce qu'il y a l'IA, ça attire plein de monde. Il y a plein de développeurs de partout qui voient, moi, je veux tester, je veux en faire aussi. Donc on leur dit, ok, pas de souci, on inner source quelques repos et puis venez contribuer. Au contraire, ça fait plaisir. On a dû aussi constituer une petite communauté de Python, donc une community of practice, parce que le Python, c'est pareil, c'est pas un langage très industriel. Chez Renault, nous, on est plutôt Java, Node, React. Le Python, c'est plutôt pour des usages data. Donc, on a un peu relancé cette communauté, cette connaissance autour du Python. Et voilà. Et au niveau recrutement aussi, au point de vue RH, c'était quand même assez particulier parce que le monde de l'IA, il y a les prompt engineers, c'est quelque chose d'assez nouveau. Comment on trouve des profils qui correspondent à nos besoins. Et aujourd'hui, en tout cas à l'époque, ça reste encore un peu compliqué, je trouve, mais ça s'améliore, c'est qu'on n'a pas de profil bien cadré pour faire du IA. Donc, on a créé, en tout cas, c'est des dénominations qui existent sûrement autre part, mais en tout cas, on a poussé des nouveaux profils. Donc, on a des IA catalystes, on a des IA builders, on a des IA owners, on a des IA engineers. Voilà, tout ça, ça a été mis en place. Je pourrais détailler après, si vous voulez, hein, qu'est-ce que fait chaque rôle. Ça a été pas clair pour moi pendant très longtemps. Et voilà, c'était plutôt le produit business qui a mis ça en place. Donc voilà, notre stack. Donc voilà, je vous ai dit, on est très GCP. On est parti sur une architecture. Au début, on est parti sur des trucs, pizza team. On n'allait pas sortir les grandes choses avec de l'événementiel partout. On n'avait pas forcément le temps, ni les connaissances, ni les outils pour faire. Donc on est resté vraiment sur un truc assez classique en REST API.
On est GCP, comme je vous l'ai dit, on était sur du langage, plutôt sur du Python, avec du React pour la partie front, un petit peu de Node pour faire la partie back-end for front-end, mais ça c'est plutôt du standard. Le Java, on l'a introduit assez tôt, mais du coup, vu qu'on avait une très large communauté de développeurs Python sur le programme, on a resté beaucoup en Python. Le Java, vraiment, par petits bouts. On a commencé le Spring UI aussi il y a pas si longtemps. Les frameworks, les classiques, hein, LangGraph, LangChain, ADK. Donc ça, on a bien avancé sur ADK, on a déjà pas mal de choses. Sur les services de parsing, on est encore beaucoup sur Azure. Aujourd'hui, c'est les meilleurs. Donc voilà, bon, ça se débat, hein, les meilleurs ou pas. Mais en tout cas, nous, on utilise Azure. On trouvait que on a fait beaucoup de tests. Hein, donc on s'est dit, bon voilà, Azure, ils sont bons là-dessus. On va les garder. On a beaucoup de sujets à traiter. Donc on a mis ça de côté. On a dit c'est Azure. Sur les bases, on est sur du Postgre classique. MongoDB pour la base vectorielle. Alors c'est plutôt un choix pragmatique. Hein, on n'a pas testé toutes les bases du monde. On avait des bases qui sont industrialisées chez Renault. On a voulu aller au plus simple, donc on a pris Mongo. Voilà. On a eu quelques galères, on racontera après. Un peu de Redis pour faire du cache. Et là, on commence à le tester plus largement en base vectorielle aussi. Sur les outils, on est sur du Langfuse, d'Inatras. On a mis du LittleLM aussi, qui est hyper pratique. Sur la data, BigQuery Dataflow, si je ne me trompe pas. On en a d'autres. Peut-être pas tout mis. Ok. Sur les services externes, donc voilà, on utilise les services de LLM d'OpenAI et aussi Gemini, Mistral, etc. Voilà. Je ne sais pas sur le timing, tu me dis quand on a la moitié à peu près. Qu'est-ce que ça va. Donc voilà, donc les premiers mois, ça se passe bien, on commence à développer nos trucs, on commence à faire notre première UI, ça fait un chat GPT-like, tout le monde est à peu près content, ça tourne. Donc voilà, on a un petit pool de personnes qui commencent à souscrire au service. Voilà, c'est plutôt cool. Et après, on commence à avoir un peu plus de personnes qui viennent, qui veulent indexer les données. Donc, pour rappel, l'indexation des données sur les services de RAG, ça ressemble à ça. C'est qu'en gros, on a nos données qui sont à droite là-bas. Donc, on les chunk, c'est-à-dire qu'on les découpe en petits morceaux de texte. On les token, mais ça fait partie maintenant un peu du chunking, c'est rassemblé aujourd'hui. Et l'embedding, c'est qu'on transforme ces petits bouts de texte en vecteurs de données. Les vecteurs de données, c'est des tableaux de float. Et on met ça dans la base vectorielle. Et ensuite, quand l'utilisateur arrive avec sa query, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose. On transforme en embedding sa question. On fait de la recherche par similarité. Donc, on cherche des tableaux de vecteurs qui ressemblent. Donc, ça, c'est des algorithmes qu'on appelle les ANN. Il y en a d'autres aussi qui existent. Donc, on est resté sur du basique. Et après, une fois qu'on a retrouvé les documents, enfin les bouts de texte qui correspondent à peu près à la question de l'utilisateur, on le donne à manger au LLM en contexte. Donc, au LLM, on envoie la question, plus tous les petits bouts de texte qui, a priori, correspondent à ce que l'utilisateur a posé comme question. Et après, on laisse le LLM se débrouiller avec ça. Donc, voilà, ça, c'est assez important parce qu'on a eu beaucoup de galères sur cette partie-là, en fait. Ça paraît simple comme ça. Tout le monde dit oui, c'est facile, on va le faire. Tout le monde sait le faire, regardez, j'en fais. Mais quand on passe en mode industriel, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, plus on a eu de personnes qui arrivent et qui utilisent nos outils, on est plutôt en mode self-service. Donc, on dit aux utilisateurs, allez-y, faites-vous plaisir, indexez vos données. Donc, on indexe principalement depuis SharePoint. On a mis du GCS aussi, on a mis du Confluence. Donc, tout le monde est super content. Et puis, là, un peu ça a commencé à devenir compliqué. Les pipelines ont commencé à ralentir. On a eu pas mal de problèmes de rate limiting parce que tous les services d'embedding, de parsing des documents, ils commencent à dire hop, rate limiting, les gars, vous consommez trop, c'est pas possible. Notamment quand on a des gros documents, des gros PDF complexes avec des gros tableaux, des images et tout ça. Les services de parsing, ils y arrivent, hein, mais ils mettent 10, 20, 30 secondes, 60 secondes. 1 minute 30, 2 minutes. Donc après, on commence à avoir des time-out qui pètent de partout. On a les coûts qui explosent aussi, hein, parce que Azure, c'est
Ils sont bons, mais ils sont chers. Donc voilà, on a eu ces problématiques-là et on a fait tomber la base vectorielle 2 fois de suite. On l'a beaucoup chargé, on n'était pas très optimisé et on l'a fait tomber 2 fois, surtout qu'on était sur des bases mutualisées. Donc en gros, on a fait tomber le Mongo de Renault. Donc, hein? Ah ouais, on s'est fait chasser Manu Militari, le responsable DB, est venu me voir le soir, il me dit bon écoute, tu dégages en 48 heures, t'es plus là. Bon. On avait déjà anticipé un peu le truc, donc on a accéléré à mort. Et bon, ça s'est bien passé, on est sur du Mongo Atlas, donc tout est autogéré. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'était quand même assez violent. Alors je peux parler très longtemps sur tout ça si vous voulez, mais on va quand même avancer. Donc comment on a fait pour gérer tout ça? Sachant que les pipelines, c'est difficile à scaler, on ne peut pas en faire 10 d'un coup parce qu'en fait, on a un seul service dans le bidding et de parsing derrière. Alors, on a essayé de faire des choses sur des multi-régions sur Azure, des trucs en Suède, des trucs en France, en Angleterre, un peu partout pour essayer de scaler au maximum, en tout cas de profiter le maximum de tokens autorisés. Et voilà, mais à un bon moment, on a atteint quand même les limites. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des quotas. On a été un peu comme les fournisseurs de cloud. On a pris un peu exemple sur eux. Tu utilises un service, tu as le droit d'attendre. Si tu veux dépasser, tu nous appelles et puis on en discute. Donc, on a limité sur la taille des fichiers. Parce que nous, bien sûr, au début, on a fait sur le nombre de fichiers. Donc ça marche. Sauf que, comme vous savez, nos métiers, ils sont très innovants et très inventifs pour trouver des moyens de contourner les règles. Donc, en gros, ils ont dit, OK, vous nous limitez à 50 fichiers. Bah, écoutez, on va vous faire un fichier qu'on merge et qui a, au total, en fait, immergé des 200 fichiers en un seul. Il dit, hop, comme ça, on est tranquille. Donc, à un moment donné, on s'en est aperçu quand même parce que les pipelines ont recommencé à péter. On a dit, bon, écoutez, les gars, maintenant, on les mise aux tailles de fichiers. Comme ça, on met tout le monde d'accord. On a limité aussi le nombre d'indexations par time slot. On a dit, bah voilà, on a cherché, on a fait une tunée après, enfin on a tuné un peu le truc. On a dit, bon, 10 indexations toutes les 4 heures, et puis après on a ajusté en fonction de ce qui se passait. On a aussi restreint les droits. Donc on a arrêté de dire self-service, tout le monde peut faire de l'indexation. On a dit non, maintenant c'est fini. Il y a un certain nombre de personnes conformes, qu'on sensibilise, à qui on explique. On leur dit maintenant, il n'y a que vous qui pouvez faire. Sur les coûts, ce qu'on a mis, c'est qu'en effet, on a self-hosté des services dans le billing. Donc, ils sont peut-être un peu moins pertinents que d'autres, mais ça nous a permis de maîtriser un peu plus les coûts et le scaling. Et le système d'onboarding est à la main des utilisateurs avancés. Donc, il faut déjà qu'un utilisateur ait le droit d'indexer, et en plus, il faut qu'il ait un droit avancé pour faire ça. Et sur le DB, comme je vous ai dit, on est passé sur non plus un MongoDB mutualisé chez Renault, mais on a fait notre MongoDB dédié. Alors ça, par contre, au niveau des coûts, c'est pas relié, parce que du coup, ça nous coûte extrêmement cher. Ouais, on a arrêté de mutualiser sur les bases vectorielles. En gros, ils ont dit, bon, maintenant, tout ce qui est base vectorielle, ils ont été un peu refroidis. Ils ont dit, bon, maintenant, dès que vous voulez faire du vecteur chez Renault, base dédiée, terminé. Voilà. Alors, donc ça, c'était les problèmes techniques. On a eu des problèmes fonctionnels. Parce que, toujours pareil, plus il y a de monde, plus il y a des personnes qui commencent à se poser des questions, plus on commence à être visible, plus les gens disent, tiens, vous faites ça, on m'a dit que vous faisiez ça, mais en fait, comment vous assurez de la qualité des données? Ok, en fait, on fait pas encore. Parce que du coup, vu que l'IA se base quand même sur beaucoup de données, si les données sont pas bonnes, la réponse est pas bonne. Donc voilà, donc on a mis des services de contrôle de qualité de la donnée. Donc, on a un service qui tourne, qui va vérifier, qui va dire ça, c'est pas terrible, il faudrait que tu revoies. Donc, on a mis ça. Comment on s'assure que l'utilisateur a le droit d'accès sur les fichiers? Parce qu'en gros, on fait notre RAG, très bien. L'utilisateur pose sa question, il a une réponse, mais est-ce qu'il a eu le droit d'avoir cette réponse? Est-ce qu'il a le droit d'accéder à tous les fichiers qui ont été indexés? Alors ça a été très très compliqué parce que on a vu même les grands acteurs du marché, on a vu Microsoft qui avait fait des papiers en disant ils ont dû revoir aussi leur RAG parce que l'IA est tellement puissante pour bien chercher dans les données qu'ils se sont retrouvés à remonter des données auxquelles ils se sont dit comment ça se fait que tu as accès à ces données-là? Vu que tout le monde sur SharePoint, ils mettent leurs documents, ils donnent accès à des gens et en fait le SharePoint il est énorme, il y a plein de données, tout le monde met ses trucs perso dedans. Donc au bout d'un moment, on peut retrouver des données qui sont rien à faire là. Donc,
C'est vraiment de la gouvernance des données, mais dans toute entreprise, je pense qu'à un moment donné, dès qu'on ouvre des moyens de stocker des données, les gens l'utilisent un peu n'importe comment. Donc voilà, donc nous, on n'avait pas les moyens de faire du système d'accès de fichiers, comme c'est faire certains grands éditeurs. On travaille aussi avec un éditeur qui le font très très bien. Ils recopient tous les droits d'accès des fichiers dans une base dédiée, enfin bref. Mais du coup, nous, on n'avait pas les moyens de faire ça. On a fait du quick win. Donc le quick win, ça a été donc ça, c'est Oda qui s'en est bien occupé. Donc voilà. Donc on labellise maintenant. On dit bah voilà, tu as indexé toutes ces données-là. Ton assistant, il a le droit d'accéder à ces données-là. Il n'y a que toi qui peux donner accès à cet assistant aux autres utilisateurs. Et c'est toi qui en es responsable du partage de cet assistant et donc des données. Comment on évite la duplication de données? Parce qu'on a des règles d'entreprise aussi. Si on duplique les données partout, bah, c'est la galère. La donnée est dupliquée à droite à gauche. Comment on la synchronise? Comment on la remet à jour? Donc voilà, on a ouvert plusieurs data sources. On a dit qu'on avait fait SharePoint. Donc ça, c'était notre début. Et donc, pour éviter duplication de données, on a dit, OK, bah maintenant, on gère les buckets GCS, on gère le Confluence. Parce qu'au début, les gens faisaient des exports des pages Confluence en PDF, les mettaient sur SharePoint. On a dit, ah, c'est bon, ça suffit. Donc voilà, on a ouvert plusieurs data sources et on accélère encore là-dessus. Voilà, donc on utilise des services de data maintenant. Donc ça, c'est Oda aussi qui pourra vous en parler, experte indexation. Et bah à un moment donné, la data governance a dit bah ouais, mais c'est super, mais par contre, maintenant, vous avez quand même beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de données. Comment on fait pour gouverner tout ça? Bah, du coup, on a dû mettre en place des points de gouvernance dédiés avec un peu toutes les équipes sécurité, la data gouv, le delivery pour trouver des solutions et mettre en place des solutions qui permettent de savoir un peu ce qu'on fait, quelle donnée va où, comment on y accède. Donc, on est en forte proximité avec eux. Et du coup, on a créé une équipe dédiée. Donc, c'est Oda qui a mené ce sujet avec de très bons résultats. Donc voilà, donc cette équipe a vraiment des compétences data et ils se sont construits une expertise fonctionnelle assez forte. Voilà, donc là, ça va être à ton tour, Oda, je crois. Je pense que je parle beaucoup, mais je suis pas sûr. Bah, t'inquiète, je vais faire vite. Je peux faire très synthétique. Ok. Du coup, on change de thème de couleur. Hein. Je vais revenir sur ces 4 points. On va essayer de le faire dans l'ordre. En ce qui concerne la qualité des données, effectivement, nous, sur le pipeline d'indexation, on veut rester sur un scope d'industrialisation, de fiabilité du process, mais on ne veut pas s'occuper de la partie fonctionnelle que chaque business va avoir besoin de customiser. Et donc, pour assurer la qualité des données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à disposition des parseurs qui sont vraiment spécifiques, surtout les chunkers, qui sont la manière de découper les données pour ne pas perdre la pertinence et le contexte. Et on a un modèle hub dans la boîte donc, qui permet de choisir le service d'embedding. Alors, sur ce pipeline-là, le parseur préféré de la boîte, c'est Azure. Ils sont encore là-dessus. C'est cher, mais c'est surtout un service externe. Et pareil pour l'embedding. Donc, ça ne se fait pas chez nous. Mais le chunker, lui, par contre, va être essentiel pour couper des tronçons qui ont un maximum de sens, en fait. Et donc, c'est essentiel pour notre plateforme d'être... alors, on veut être de l'indexation as a service pour la boîte. Donc, on veut que chacun puisse choisir sa configuration et potentiellement participer. Si une équipe a développé son propre service de parseur de chunker, on leur donne la possibilité aussi de le déployer dans notre pipeline en s'assurant que ça ne vienne pas impacter le reste des systèmes. Donc, sur la partie qualité des données, c'est principalement ça. Là, on a 2 visions de l'exécution des 3 étapes clés de l'indexation. Donc, je ne parle pas du download du fichier, mais on va le parser. Donc, on va le transformer en une chaîne de caractères. On va le chunker, le découper en tronçons qui ont un maximum de pertinence et l'embedder, donc le transformer en vecteur pour ensuite permettre la recherche vectorielle. La première ligne nous montre une approche vraiment DAG de dire je vais commencer par parser mon fichier et quand j'ai fini de le parser, je m'assure que l'étape 1 est bien exécutée. Je vais ensuite le découper. Quand j'ai pu le découper, je vais envoyer par batch, peu importe, au service qui va transformer en vecteur.
face à ça, j'ai mis l'approche un peu opposée, de dire tout ce qui est parallélisable techniquement, on veut le paralléliser pour optimiser ce flux. Donc, au fur et à mesure que quand je parse mon fichier, je vais streamer les parties parsées de ce fichier. Le chunker, quand il en aura assez dans le buffer, en fonction de ce qu'il a besoin, il va pouvoir commencer à chunker sans attendre la fin du parsing. Et il va pouvoir paralléliser aussi ses envois de chunk à l'embedder qui va donc vectoriser. Donc tout ça pour paralléliser. Le premier est plus facile à suivre, mais on peut avoir des points d'étranglement en termes de temps d'exécution qui sont très très longs. On a eu des indexations qui duraient quelques dizaines d'heures. Ça fait mal. Par contre, le second n'est pas vraiment adapté aux limitations qu'on a dans l'IA, dans le sens que moi, dans mon parseur, par exemple, si j'ai choisi Azure, Azure me limite sur le nombre d'appels et sur le nombre de tokens. Donc, si je parallélise trop, je vais avoir des clients qui vont avoir leur indexation très rapidement, mais très rapidement, ils vont bloquer la plateforme pendant 1 heure pour tout le reste. Donc ça, c'est pas top. Et donc, entre les deux, on fait un entre-deux, en fait. Ça veut dire que pour le parsing actuellement, on le fait vraiment en synchrone, on parse tout le fichier. On le stream au chunker, on le stream au chunker. Le chunker, aujourd'hui, ça va être plutôt des librairies qui sont dans le parseur, même si ça pourrait devenir des services dédiés. Et ensuite, par contre, on va pouvoir paralléliser les embeddings et les temporiser selon nos rate limiting. Et donc, voilà, on a les limitations de coûts. Plus on facilite l'indexation, plus on va se retrouver avec un gros volume d'indexation. Trop faciliter l'usage de l'IA, ça peut être un piège sur la facture. Limitation de tokens et les rate limiting. Voilà, je les ai résumés. OK. Donc, cette slide-là, c'est pour décrire la notion de corpus dans le pipeline d'indexation. Si je décris le corpus comme je l'ai vu quand je suis arrivée dans l'IA, sur la plateforme, un corpus, c'était l'ensemble des données auxquelles un assistant qui est branché au LLM a accès. Donc, chaque interface configurée a sa propre donnée, et c'est ça un corpus. Nous, dans un but de mutualisation et d'optimisation des coûts, on a une autre vision du corpus qui est plutôt une source de données et une configuration d'indexation. Donc, comment on veut le parser, le chunker et l'embedder. Et quand on a cet ensemble-là, chez nous, c'est un seul corpus. Ça veut dire que peut-être que quelqu'un va piocher dans 3 corpus différents pour faire la base auquel son RAG va avoir accès. Mais chez nous, ce sera 3 corpus différents. Et inversement, potentiellement, on aura plusieurs assistants qui vont se brancher sur la même source de données. Et parce que comme ils ont tous... quand il y en a un qui marche bien, tout le monde fait pareil, on n'aura pas besoin de réindexer pour chaque personne qui veut utiliser une base documentaire. On n'aura pas besoin de relancer tous ces processus très coûteux. En plus, on gagne le temps. On peut mettre à disposition juste le temps de transférer les données. Donc, voilà la définition du corpus à notre niveau. Pour faire encore plus compliqué, je reviens sur la partie gestion des accès. Donc, on a plusieurs stratégies pour contrôler l'accès aux documents via l'IA. La première, la plus intuitive, je pense, celle à laquelle tout le monde pense, c'est de dire on vérifie les droits. Et si Michel se connecte, Michel a accès qu'aux documents auxquels Michel a accès, par exemple, sur sa source SharePoint, Confluence, etc. La limite de cette stratégie-là, alors, avant de parler de limite, cette stratégie est très bien quand c'est simplement l'usage de Michel dans ses documents. Il veut chercher dans son Confluence, il veut synthétiser tout ce qu'il a discuté dans son Teams. Voilà, il veut s'intéresser qu'à ses affaires, tout va bien. Le truc, c'est que nous, on a beaucoup d'usages entreprises centrés sur des projets. Donc, ils ont besoin d'une base documentaire liée à ce projet pour répondre à des fonctionnalités assez précises. Et on peut pas... on ne veut pas. Le business n'apprécie pas trop d'avoir un outil sur un périmètre fonctionnel précis et 2 personnes interrogent le même outil, ils ont des réponses de qualité totalement différentes. Il y en a un qui va penser que l'outil est pourri, l'autre va le trouver génial et c'est pas terrible pour le projet. Donc la deuxième approche, c'est celle en vert. Donc c'est de dire j'ai un projet qui doit être constant sur ses réponses par rapport à un usage, à une fonctionnalité bien précise. Et puis, à l'entre-deux,
qui lui, est plutôt le plus intuitif, c'est de dire je lui donne accès à l'outil qui est centré sur ses données, mais il est restreint par rapport à ses accès à lui. Et le problème de ça, moi je ne le dirais pas comme toi, et je ne dirais pas qu'on n'a pas les moyens, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, l'expérience, le constat actuel, c'est qu'on gère très très mal les droits en général sur les GED. On partage les fichiers de manière non nominative, on ne gère pas des groupes, l'héritage, c'est un bourbier, pour ne pas dire autre chose. L'héritage des droits, à la fin, on se rend compte que pour être sûr de savoir si quelqu'un a accès à un document, il faut lui demander de se connecter ou essayer de simuler son token. Donc, d'impersonner sa connexion. Et ça aussi, c'est pas top. Donc pour l'usage d'avoir des assistants qui sont créés par des projets pour des besoins projets, le pari qu'on a fait, c'est de dire on part sur cette bulle verte et de dire en fait l'assistant, c'est un outil qui a accès à ces documents. Et c'est ça que je mets à disposition d'un utilisateur. Alors comment je vais faire ça? Donc c'est une autre manière de donner accès aux documents en fait, au final. Donc pour ça, on a dû définir des rôles et des concepts. Le moustachu, c'est le data owner. C'est celui qui est propriétaire de l'espace Confluence, du SharePoint, whatever. Et donc, c'est celui qui porte la responsabilité. Ce magnifique... pardon, alors je reviens. Ce magnifique diplômé-là, c'est celui qui va utiliser la data. Parce que le data owner, lui, il est peut-être propriétaire de la donnée, mais... responsable de la donnée, mais c'est pas forcément lui qui va faire de l'IA derrière pour des projets quelconques. Donc le diplômé ici, on va l'appeler Corpus Creator. C'est lui qui va mettre en place cette base de données pour augmenter son LLM dans un besoin business particulier. Et la personne à la casquette, c'est l'utilisateur corporate Renault qui va devoir utiliser ces outils. J'ai symbolisé par une médaille le fait d'attribuer un rôle, parce qu'on va se baser sur des rôles plus que sur les ACL, des sources de données pour savoir qui a accès à quoi. La partie labellisation, donc on va devoir qualifier la donnée et dire effectivement cette donnée, elle ne contient pas de données sensibles, personnelles, critiques, stratégiques pour la boîte. L'ordinateur, c'est pour symboliser l'outil. Le chatbot, l'assistant qui va communiquer avec le LLM et faire tourner la RAG. Et la bibliothèque, c'est le corpus qu'on a décrit précédemment. Donc, des sources de données et des configurations. Comment ils vont interagir? Le data owner, lui, va labelliser sa donnée, il va dire « Ok, je suis OK pour que ce site SharePoint-là parte dans l'IA. J'ai bien lu ce que ça impliquait. Il y a un IA catalyste ou quelqu'un qui m'a accompagné là-dedans et c'est bon. » On cherche à automatiser ça avec un data quality checker qui pourrait servir comme du sonar sur le code pour lever des alertes. Et une fois qu'il a qualifié sa donnée, il va autoriser des personnes à utiliser sa donnée pour construire des assistants. Donc, c'est vraiment nominatif. Ces personnes-là vont donc utiliser cette donnée, choisir leur configuration de parseur, chunker, embedder, on a dit c'est important pour la pertinence des données, et donc construire cet assistant. Cet assistant-là, alors, tout ce que je décris là, c'est pour de la donnée privée. Pour la donnée publique, on ne s'embête pas. On crée un assistant, il est dans le domaine public de la boîte, tous ceux qui sont dans la boîte peuvent l'utiliser et il n'y a pas de contrôle. Donc une fois qu'il a créé son assistant, il va pouvoir donner accès nominativement à des personnes comme on donnerait accès à des fichiers. Et donc, à tout moment, il peut révoquer des droits, il peut lui-même se faire jeter. Et au moment de la réindexation, on va contrôler. Il y aura un contrôle qui va permettre de s'assurer que ça ne déborde pas. Donc voilà, je suis revenue sur ces 4 problématiques-là. Donc on a embarqué du monde pour faire tout ça. C'était pas un claquement de doigts. 5 minutes. Ok, on accélère. Hop. Alors, si ça veut bien marcher, c'est top. Bon, il me reste 3 slides. Ça devrait passer. Et donc voilà. Donc on a eu des problèmes techniques, on a eu des problèmes fonctionnels, on a eu des problèmes d'indexation. On a réussi à régler à peu près tout ça. Et nous est arrivé aussi les problèmes de sécurité. Donc ça, on en a encore. Et en effet, on n'a
pas mal de use cases, parce que plus on a des personnes qui viennent, plus il y en a qui sont intéressés, plus on nous demandait, mais en fait, je sais, comment je fais mon use case, comment je peux faire ça. Donc on avait un cas sur lequel on met un peu d'effort, c'est d'avoir des authentiques unifiés. Parce qu'en gros, on a un agent Jira, on a un agent Microsoft, on a un agent Confluence, on a un agent SAP. Le problème, c'est que l'utilisateur, s'il veut orchestrer tous ces agents pour en faire quelque chose, il faut qu'il s'authentifie à chaque fois. Donc il va avoir 4, 5, 6 mires de connexion avec les refresh tokens derrière et tout. Donc c'est une galère. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un SSO unifié. La personne se connecte, il a accès à tous les outils habituels chez Renault, ou tous ceux qu'on a branchés en tout cas sur un SSO unifié. Donc voilà, donc toute la partie gestion des multisources, donc Confluent, GCS, BigQuery et tout ça c'est géré par Oda, donc elle vous l'a un peu expliqué. Et au bout d'un moment, bah, en fait, tout notre produit, ça marche pas mal. La Sécu est plutôt contente. Et là, ils nous disent, bon, bah maintenant, on va dire à tout le monde dans Renault, si vous voulez faire de la GenAI, faut passer par notre produit. Donc là, on s'est dit, merde, il y a quand même encore pas mal de trucs à faire. Donc elle, la Sécu, elle s'était organisée. Donc elle s'est mise en ordre de marche assez tôt. Donc ils ont fait plusieurs départements, la cyber pour l'onboarding, la cyber pour la plateforme d'IA, la cyber pour l'agentique. Enfin, voilà. Donc, eux, ils sont mis en ordre de marche. Ils ont revu les exigences de sécurité en disant maintenant, pour l'IA, bah, on va rajouter encore plus de choses. Parce qu'au final, nous, on avait avancé, on a mis des choses en place, comme la partie accès aux données. Donc maintenant, la Sécu nous dit, bah ouais, maintenant qu'on a bien travaillé avec vous, vous êtes notre recommandation principale. Donc on a vraiment une relation étroite entre les delivery et les équipes sécu. On les voit toutes les semaines, on a des rendez-vous avec leur chef tout le temps. Donc voilà, on a bien avancé là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place comme solution que la sécu nous a demandé ou qu'on a mis en place naturellement? Donc il y a le guardrails. Donc ça permet de vérifier, pour ceux qui connaissent ça, c'est vérifier que l'utilisateur n'envoie pas des choses pas terribles et que le LM, lui, répond pas non plus des choses pas terribles. Donc on bloque. On dit, bah voilà, il y a des insultes, on bloque. Donc voilà, donc ça, la sécurité maintenant nous a dit, bah, vous êtes le service recommandé et le service guardrail c'est obligatoire. Donc en fait, tout le monde dit, bah, maintenant que vous l'avez fait, on passe par chez vous. Un mécanisme de sécurité qu'a expliqué Oda. Il y a l'histoire de WAF aussi. Alors le WAF, c'est habituel dans un SI de mettre du WAF. Par contre, avec les prompts, j'avoue que j'ai déjà été confronté à ce genre de problème, mais là, ça a vraiment amplifié. Où en fait, le WAF, il bloque. Dès qu'il voit un mot-clé SQL, il bloque. Donc ça, j'ai déjà eu des cas, des architectures plus ou moins bien faits. Donc il y en a qui encodent en base 64 parce qu'ils veulent vraiment faire du SQL via des payloads par API, etc. Sauf que nous, c'est naturel, quoi. Le prompt utilisateur, bah, il peut contenir un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc on a eu des problèmes, les tailles de payload, ça c'est un peu classique aussi. Les timeouts, les agents ils peuvent mettre très longtemps à répondre. Il y en a qui sont très très complexes, ça met beaucoup de temps. Donc voilà, pareil, on a dû aller voir les équipes WAF et leur dire il va falloir faire évoluer vos paramètres parce que nous on en a besoin. Et les architectes dans tout ça, parce que j'en ai pas trop parlé. Donc voilà, le programme chez Renault il a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Comme je vous expliquais d'ailleurs, beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de monde, la Sécu qui nous prend comme des référents. Donc voilà, donc on a eu besoin d'établir des guidelines d'architecture, sachant qu'on fournit aussi des assets pour tout Renault. Donc ok, on a une plateforme centrale d'API qui adresse les LLM, des agents, du guardrail et tout ça, mais si on a des use cases qui disent bah non mais moi vos agents ça me suffit pas, j'ai besoin de faire mon agent spécifique et tout, bah on lui fournit du matos, on fournit des assets, en gros c'est un repo GitLab, on dit ouais, forquez-le et débrouillez-vous avec ça. Donc on les accompagne plus ou moins, mais voilà. Mais du coup quand ils partent avec, on leur dit bon il y a quand même des choses à respecter. Donc en gros nous en tout cas on a organisé, on a pas mal d'architectes solutions, on a beaucoup d'études transverses dans tout ce qu'on vous a expliqué, il y a quand même beaucoup d'études transverses, donc ça c'est les archis qui les emmènent. On a eu des renforts qui est venu après coup avec des architectes fonctionnels, des architectes information et une architecte d'entreprise aussi qui a été nommée il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, donc on formalise les guidelines, on a des choses assez simples, on a des choses un peu plus complexes. Typiquement, toute la partie de duplication de données, ça en fait partie. Donc, on a vraiment cranté ça dans nos exigences
On arrête les duplications. On a des choses qui vont assez loin. J'ai pas toutes les billes, mais ça a été assez loin. Du coup, en bref, à date, ce qu'on voulait aussi mettre un peu en avant, c'était qu'en fait, l'IA amène beaucoup de challenges dans toutes les équipes et qu'il faut s'organiser autour de ça. Donc voilà, les équipes sécu, elles sont organisées, la data governance aussi, les équipes delivery, pareil. Donc on a vraiment fait des choses qui, des fois, sont du jamais vu et qui ont dû tirer beaucoup d'efforts un peu partout. Ce qu'on travaille maintenant, donc le cost limiting, on l'a mis en place. C'est-à-dire qu'on dit à un utilisateur, tu as le droit à 1 euro par jour ou 1 euro au bout de 10 heures, on te bloque. On peut le faire par assistant, on peut le faire par conversation, on peut le faire sur plein de choses. On a même aussi dédié du LLM pour certains use cases avec du token provisionné pour vraiment... parce que des fois, on a des use cases un peu critiques, donc on leur donne du token en plus pour que ça fonctionne tout le temps. Le problème, c'est qu'on a des coûts qui explosent, donc on cherche à réduire les calls LLM. De mettre du sémantique cache aussi. On commence à avoir beaucoup d'usages. Comme je vous ai montré les métriques tout à l'heure, donc on améliore la robustesse, on essaye de mettre un peu plus de réactifs et d'événementiel dans tout ça. On a toute la partie de la gouvernance qu'il va falloir qu'on travaille et on a toujours un volume croissant. Donc la scalabilité, la robustesse devient très important et voilà, on a les use cases critiques, on est visible. Donc, on travaille là-dessus. Voilà. Merci. Génial. Le micro marche, ça y est. Est-ce qu'il y a des questions? Wow, c'était super clair. Ouais, vas-y, tiens. Au niveau chunking, par exemple, c'est par type de document ou en fonction même des données? Comment qu'est-ce que ça vous va avez être mis en plus une place? connaissance fonctionnelle du format des documents. D'accord. C'est vraiment lié à la structure du contenu. D'accord. J'ai gagné. T'as une question? Vas-y. Donc, bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question pour savoir pourquoi vous n'avez pas construit des RAG à la demande pour chaque utilisateur. Donc, l'utilisateur, quand il fait sa demande, il pose sa question par connexion à SSO, donc il récupère que les documents auxquels il doit avoir accès. Et donc, le RAG se construit en live et puis répondre à ces questions. C'est que ça tire beaucoup de données. Donc, comme je disais, Microsoft aussi, ils s'en ont aperçu. C'est qu'en fait, un utilisateur a accès à plein de données. Donc, sur SharePoint, potentiellement, si on ne fait pas attention, on a des gigas de données. Donc, ça, on ne peut pas le traiter en temps réel. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a l'indexation en amont pour aller indexer toutes les données. Il y a d'autres manières de faire. Donc, soit c'est de l'indexation qui a une grosse pipeline qui tourne et tout. On le voit, nous, on a benchmarké plein de solutions du marché. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Et après, on peut faire de l'accès direct. Donc, nous, c'est ce qu'on fait avec Jira, par exemple, où en fait, l'agent, il va aller faire sa requête, son JQL directement par API. Il va récupérer les informations, donner ça au LLM et c'est parti. Donc, c'est soit vraiment on fait de l'indexation en amont et on prépare les données, ou soit on les requête en live. Mais le faire en temps réel, on ne peut pas indexer en temps réel, c'est trop complexe. Et même si ça passe par des graphes sémantiques, un petit peu pour construire avant, savoir selon la question qui est posée, quelle information va être récupérée. Ouais, ça on le fait nous. Alors on fait de l'orchestration maintenant, c'est-à-dire que quand l'utilisateur pose une question à un assistant, en fait on a créé un assistant qui peut adresser plusieurs agents. Donc, quand l'utilisateur il pose une question, il dit tiens, récupère-moi tous mes mails d'hier, crée des tâches dans Jira associé, et puis découpe ces tâches en des tâches techniques. Du coup, on met 3 agents derrière. On a un agent Outlook qui va aller chercher les mails d'hier, un agent Jira qui va créer la tâche, et un agent architecte, PO ou lead développeur qui va dire OK, moi je comprends. Il est plus spécialisé sur la compréhension des tickets et de le découper en technique. Et donc il va dire voilà, faut que tu crées en plus ces 3 tickets techniques associés à ton ticket. Donc voilà, on orchestre les choses comme ça. Et si tu as besoin du RAG en plus, on met l'agent RAG à côté. Et l'orchestrateur va gérer tout cet ensemble d'agents.
Merci. Et une autre question, mais par rapport à leur organisation, je ne sais pas si vous avez trouvé le besoin d'avoir un architecte IA dans votre organisation chez Renault. Bah, en fait, on se spécialise au fur et à mesure, quoi. On n'a pas, on a cherché, parce qu'on staffe beaucoup, on cherche des architectes qui ont une expérience GenAI, mais c'est quelque chose d'assez récent. Donc en général, de toute manière, c'est 2-3 ans d'XP maximum quand on en trouve. Et puis nous, bah, on se spécialise au fur et à mesure, quoi. Donc, moi, je connaissais pas du tout le domaine il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, ouais, je ne vais pas m'appeler architecte IA, parce que d'ailleurs, je suis même plus architecte. Mais, ouais. Mais oui, on se spécialise comme ça. Tiens, dernière question. Ok, en fait, c'est des questions, mais c'est pas grave. Merci. La partie orchestration, vous avez utilisé un outil externe ou comment vous avez géré cette partie? Alors, on fait par nous-mêmes. Donc, on a 2 solutions aujourd'hui. On a une solution qui est vraiment, on appelle l'agent orchestrateur, à qui on a donné. Alors, on fait pas du MCP, on a une lib et une heure sourcée qui permet d'utiliser des tools, et de définir un ensemble de tools. Et dans les tools, on a dit, bah écoute, tu as un tool agent, tu lui donnes l'ID de l'assistant que tu dois utiliser, plusieurs, donc potentiellement plusieurs. Donc l'assistant, tu lui donnes plusieurs ID d'assistant, et du coup, l'agent orchestrateur, lui, a son tool pour appeler l'agent en fonction de ce qu'il est capable de faire. Et il fait ça. Donc ça, on l'a fait en interne, et on a une deuxième solution qu'on a fait aussi en interne, qui en gros, on l'a fait avec ADK, et c'est au sein d'ADK qu'il orchestre les agents directement. Donc on a un service qui est tout packagé et qui fait tout. Par contre, il n'appelle pas d'autres agents à l'extérieur. Il fait tout en interne sur un seul service. D'accord, ok. Merci beaucoup. Il y a des quoi? Python. Python, ouais. On a commencé des boilerplates, des templates de code en Spring UI, mais c'est pas encore. Et l'autre question, du coup, c'est lié plutôt au groupe. Pour les IDE, par exemple, comme Cursor ou Copilot dans VS Code, par exemple, c'est autorisé ou est-ce que vous avez intégré ça ou D'intégrer quoi, les agents? Ouais. Parce qu'en fait, on a une règle d'entreprise qui nous dit en fait pas de duplication de données et qui nous dit pas d'accès à des données depuis un système qui ne own pas les données. Donc en gros, notre principe, il est simple, c'est les agents Microsoft travaillent sur les données Microsoft, les agents SAP travaillent sur les données SAP, etc. Donc en gros, nous, notre but, c'est de pouvoir orchestrer tous ces agents et éviter de... Et on a beaucoup de forcing, hein, des métiers qui nous disent non, mais depuis Microsoft, depuis Copilot, je veux pouvoir aller faire du Jira. On a dit, bah non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'en fait, on a des problèmes de sécurité, c'est que ça veut dire que les données transitent chez Microsoft, on ne sait pas trop où on va voir. Il faut qu'on fasse des études pour être sûr que les données restent en Europe, qu'elles soient gérées correctement, qu'elles soient chiffrées si jamais il y a des données confidentielles. Donc la Sécu nous impose de chiffrer les données, dès que c'est des données personnelles ou confidentielles. Donc voilà, donc l'orchestration, c'est pour ça qu'on l'avait principalement fait chez nous, self-développé, parce qu'on a ces contraintes-là. Merci. Ça veut juste dire que le Jira, il est chez vous aussi, il est hébergé chez vous directement? Alors c'est en fait, on considère qu'à partir du moment où on a contractualisé avec un fournisseur de services, il est habilité à traiter les données qu'on met dedans. Donc le Jira, c'est du Jira Cloud. Du coup, vous avez un assistant, vous avez Rovo avec aussi. Ouais, c'est bien possible. Ok. Mais vous le faites en interne quand même. Oui. Ok. Top, merci beaucoup.